bienvenue sur un nouveau podcast de Token Talkers. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être avec Michel. Comment vas-tu, Michel? Merci Jean, bonjour, je vais très très bien et merci de m'accueillir dans ton podcast. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir. Tu es une grosse force de l'écosystème Merci. Web3, une grosse force en France, dans tout l'écosystème francophone. Je viens de t'entendre parler là à Blockhaven, c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu qui es-tu? Alors je m'appelle Michel Kazaka, je suis français, j'ai des origines libanaises, donc je suis Ok, franco-libanais. J'ai vécu une grande partie de ma vie au Liban et une grande partie de ma vie en France. Donc voilà, j'ai mon cœur qui bat entre les avec deux. un poumon droite et un poumon gauche, on va dire ça comme ça. Je suis aussi ingénieur en cybersécurité, c'est-à-dire je suis Ok, d'abord ingénieur électronique, télécom et informatique et spécialisé dans la cybersécurité, dans la virologie, donc la cryptologie pour être plus précis. Et c'est d'ailleurs grâce à cette connaissance mathématique et cryptographique que j'ai compris un peu tôt le papier de Satoshi Nakamoto, qui ok, était un peu l'inventeur du Bitcoin. D'ailleurs, j'étais à l'époque en Australie et on créait un système de paiement national avec la Banque centrale et on était 150 à créer un Bitcoin local, pour être bravo. franc. Et donc, en lisant le papier, je leur ai dit, il l'a fait. Il l'a fait. Nous, on est Incroyable. 150, une seule, il l'a fait. Voilà, moi j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie de paiement, sa sécurité, son innovation, en France, en Australie, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, enfin un peu à l'international. Et typiquement, j'accompagne toute la chaîne de valeur des paiements, des fabricants de guichets automatiques bancaires, des TPE, des banques, comme actuellement on nommait les grandes banques françaises, Société Générale, BNP, Crédit Mutuel, toutes les grandes banques, y compris la Banque centrale, la Banque de France, sur des projets de paiement et de l'adoption de la technologie blockchain, donc l'euro numérique aussi actuellement. Mais Ah, tout ce que je vais bravo. dire n'engage en rien du tout mes clients, ni la Banque de France, ni les banques. Ok, bah félicitations, énorme parcours. Merci. Vraiment bravo pour ça. Et donc du coup aujourd'hui on se rejoint à Blockhaven. Je viens de t'entendre pitcher, c'était juste incroyable. Tu nous as fait un discours, vraiment, je pense que ça a chauffé toute la salle. Et en plus c'était un des premiers, donc félicitations pour ce que tu as fait. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer bah, ce que tu penses de Blockhaven et pourquoi cet événement va être un événement majeur dans le futur? Alors, je commence à avoir à peu près de la bouteille dans les événements parce que ça fait depuis 2010 à peu près que je donne des conférences. Waouh. Et souvent, ces conférences sont très dans la capitale, à la capitale, Ah sont oui. très centralisées. Mm. Alors, je suis très content de commencer à voir qu'il y a beaucoup d'événements qui se font dans les régions, partout en fait, Ouais, là où les gens sont, dans les entreprises sont, là où le tissu économique, il a ses sources, pas à 100%. la capitale. Donc ça, c'est un premier événement d'importance de Block Event, et c'est pour ça que je me déplace avec grand plaisir pour rencontrer tout le monde là où ils sont, parce que tout le monde ne va pas venir à la capitale pour rencontrer un Ouais, conférencier, quoi. c'est sûr. Premier point. Deuxième point, c'est important d'acculturer les gens. Ouais, Alors, ça ne veut pas dire les éduquer, pardon, personne n'éduque personne, c'est juste on partage un savoir-faire, on partage une passion. Donc on vient là pour partager notre passion d'un monde qui est en train d'évoluer, comme lorsqu'on avait inventé Internet avant, il fallait parler à tout le monde qu'Internet, c'est pas que de l'IT, c'est pas que des serveurs qui parlent avec des paquets binaires. Non, non, ça va changer le web, ça va changer le média, ça va changer les imprimeries, ça va changer les bibliothèques, voilà, ça va changer notre vie, quoi. Ça ouais. va créer l'e-commerce. Donc c'est cette passion-là et cette vision-là qu'on essaie de partager et de diffuser un peu partout pour que les gens adoptent ces innovations, pour qu'ils ne la subissent pas plus tard. C'est Complètement. ça l'importance de l'événement Growth Event pour moi. Ok, bah bravo, puis merci de partager ton savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de dire, ok, moi je connais quelque chose, je le garde pour moi parce que j'ai peur que si je le donne à quelqu'un, on va me le piquer, etc. Toi, tu arrives, tu dis, bah, moi j'ai beaucoup de force, j'ai beaucoup de connaissances, je vous le partage. C'est un gros cadeau que tu fais à C'est la comme ça que je communauté. m'enrichis moi aussi, hein. Ouais, aussi, mais Ouais, bravo en tout cas parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pense comme toi, donc merci. félicitations pour ça. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu bah, de tout ce que tu fais dans l'écosystème Web3, notamment avec Value Chain, tout ce que tu fais et que tu développes? Voilà, comme on l'a dit juste avant, tu as un parcours incroyable. On sait que voilà, tu es Bitcoin maximaliste. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui est super important de savoir actuellement? Ok, donc Value Chain, j'ai fondé Value Chain depuis pas très longtemps. Moi, avant, je travaillais dans des cabinets de conseil. Donc moi, mon métier, on peut l'appeler, enfin, il a quatre piliers. Allez, premier pilier, c'est l'ingénierie. C'est comment concevoir des systèmes, résoudre des problèmes avec des solutions ingénieuses, je l'espère. Ouais, Deuxième pilier, c'est la sécurité, parce que je fais de la cryptographie, de la sécurité, je sécurise des systèmes. Troisième pilier, c'est, on va dire, c'est tout ce qui est le métier du conseil. ouais, Donc, si je travaille dans des grands cabinets de conseil de plus de 170 000 employés, donc c'est tout un métier, hein. Alors, c'est apprendre à accompagner les entreprises dans la numérisation, dans le changement. C'est ça un peu le métier du consultant.
Et un dernier pilier qui est très important pour moi, c'est le métier aussi, c'est les paiements. Ouais. Alors pour moi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'on paye et puis c'est fini. J'étais un peu comme tout le monde, je paye et c'est fini. Je ne me rends pas compte qu'il y avait une industrie derrière. Et c'est comme ça que je me suis fait aspirer par cette industrie, parce que j'étais curieux. Je me dis, ah bon, il y a un truc qui s'appelle les paiements, sincèrement, hein, c'est un métier ça? Vous êtes sérieux les gars? Et je me rends compte que c'est le plus grand métier au monde, parce que cette industrie, elle engrange plus de 2000 milliards de dollars de revenus par an. C'est infiniment plus grand que toutes les autres industries. Et ce que Totalement. les gens ne peuvent pas peut-être comprendre ou toucher du doigt tout de suite, c'est parce que chaque transaction de paiement entre n'importe qui sur la planète Terre, donc c'est 2 à 2, Mm. alors que nous sommes 7 milliards, si chaque 2 personnes se payent, l'argent circule, sur chaque transaction, là, mon industrie prélève une commission. Donc elle est très très bien positionnée sur l'économie et l'action humaine, Ah, carrément sur Terre. totalement, hein. Et donc ça génère 2000 milliards de revenus, de dollars. Pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires dépasse la Bien masse plus. monétaire, parce que la masse monétaire, elle tourne. Voilà. Donc je me suis dit, ah bon, on m'a jamais appris que ça existait, et je vais quand même comprendre comment ça marche. Ben, j'ai passé 17 ans de ma vie à comprendre comment ça marche, Wow. à naviguer sur toute la chaîne de valeur. Et donc pour terminer, ce qu'on fait à Value Chain, donc d'un côté, on accompagne actuellement la Banque de France, mais aussi des banques et des exchanges crypto dans la conformité, la sécurité, l'adoption de la technologie Web3, d'un côté, mais j'enseigne aussi à l'ESME, un D'accord. master cybersécurité, dans lequel j'enseigne, moi, les transactions sécurisées sur blockchain, en gros la sécurité grâce à la technologie Web3 et blockchain. Et là, on fait plein de projets aussi avec des étudiants qui sont en dernière année d'ingénierie. Mais nous formons aussi à Value Chain beaucoup les entreprises, Ok. les CXO des entreprises du CAC 40, pour qu'ils comprennent un peu l'importance de cette révolution et qu'ils Wow. comprennent comment l'adopter. Voilà. Ok. Donc, en gros, tu es le couteau suisse le Malgré couteau moi, suisse. malgré moi. Ah ouais, non, c'est incroyable. Bah, je pense que c'est une force aussi de savoir être partout et de pouvoir justement fidéliser et apporter vraiment une communauté autour de soi et un écosystème et faire grandir l'écosystème. Et vraiment, bravo pour ça. Être le couteau suisse, je pense que c'est vraiment une clé et c'est l'une de tes En tout cas, forces. il est Donc, utile. Le couteau est parfois utile. Oui. ouais, non, mais j'imagine. Et comment ça se passe quand, par exemple, on accompagne la Banque de France? Pour beaucoup de gens, c'est la Banque de France, c'est vraiment le summum de la finance en France. Comment on fait pour accompagner la Banque de France? Alors, C'est la Banque de France, elle a une incroyable. image très positive chez beaucoup de gens, Ouais, parfois négative chez d'autres. d'accord. Donc, je suis conscient de ça. La Banque de France est consciente de ça. Commençons par ce qui est dû à la Banque de France. La Banque de France, quand j'ai commencé moi à comprendre Bitcoin, c'était les premiers à publier là-dessus. Ok, Donc déjà, aimer ou ne pas aimer la Banque de France, il y a des faits. Ils sont au fait des innovations, et ils ont des observatoires, et ils ont de la surveillance sur le sujet, et non seulement des observatoires, mais ils expérimentent très très tôt. C'est-à-dire que moi, les premiers papiers que j'ai lus sur Bitcoin, à part le papier de Satoshi, ça vient de la Banque de France. ok, incroyable. Donc ils sont très visionnaires. Et d'ailleurs, je salue, je dis ça parce qu'ils m'ont fait confiance aussi, mais je le disais même avant, Thierry Baudouin, en tout cas la DGSI, l'IT, pardon, l'IT de Banque de France, dès le départ, elle a déjà implémenté un projet sur Ethereum public. Alors les gens peuvent le minimiser, peuvent dire que sa valeur elle est forte ou faible, mais on ne peut pas le roter le fait Ouais, que la Banque de France était les premiers à lancer un produit en production sur blockchain public. Maintenant, on ne peut pas demander non plus trop à Banque de France. On ne peut pas exagérer, on ne peut pas demander des choses qu'elle ne pourrait pas faire, au rythme que les gens le souhaitent. Donc actuellement, la Banque de France, elle est pionnière dans la conception de l'euro numérique sur blockchain. Elle est même en concurrence avec la Banque centrale d'Italie et la Banque centrale de l'Allemagne ouais, sur l'euro numérique de gros. Je ne parle pas du détail, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il y a 2 euros différents. Un pour les citoyens et un pour les institutionnels qui, eux, ont des comptes à la BCE. ok, Donc c'est gros, c'est ces paiements de gros qu'on appelle. Eh bien, c'est la solution de Banque de France qui est construite sur de la blockchain, qui même s'inspire de Bitcoin avec Bitcoin Lightning du protocole HTLC. ok. Donc, hash time lock, qui permet une atomicité du dénouement d'une transaction. Donc, vous voyez, la Banque de France, elle s'inspire du meilleur, même du Ouais. Zero Knowledge Proof, elle s'inspire du meilleur de la DeFi, des cryptos, pour améliorer Donc elle l'euro peut être actuel. critiquée, mais elle fait vraiment un gros, Voilà. gros job. Alors, elle n'y va pas assez pour les bitcoiners maximalistes, d'ailleurs qui parfois doutent même de l'importance ou de l'intérêt d'avoir une banque Mhm. centrale.
On a 2 minutes pour parler un peu de l'importance de Ah, diversifier. avec grand plaisir. Vous connaissez Milton Friedman, vous connaissez peut-être Friedrich Hayek, c'est des économistes, Friedman c'est prix Nobel d'économie, Mm. qui disaient, bon, on n'a peut-être pas besoin vraiment d'une banque centrale, on met un serveur qui fait une inflation de 4% par an, et c'est bon, et ça roule, ça ramène une stabilité. Alors c'est vrai et faux, ce qu'il dit. C'est vrai qu'on peut optimiser, Mhm. qu'on peut même automatiser une banque centrale. Il y a beaucoup de fonctionnalités d'une banque centrale qui peuvent être automatisées. La banque centrale est consciente de ça, et elle essaye autant qu'elle peut de s'améliorer. En revanche, de là à dire on n'a pas besoin du tout d'une banque centrale, on a besoin uniquement du Bitcoin, ça c'est ce qu'on appelle les Bitcoiners maximalistes, ça Ouais. risque d'être utopique, parce que la conséquence de ça pourrait dire, on n'a plus besoin d'État, on n'a plus besoin de banques, on n'a plus besoin d'euros, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de pays. Dans ce cas-là, bon, on y va tout de suite à un gouvernement peut-être mondial si on arrive à le faire. C'est un projet qui prend du temps à faire un gouvernement mondial. On n'en est pas là à cette date. Si on le veut ou on le veut pas, c'est pas aujourd'hui. C'est pas Ok. faisable aujourd'hui. Donc pour être concret, Antonopoulos, qui est très connu dans Ouais. l'écosystème des bitcoiners maximalistes, même lui, il a vu qu'on a besoin de faire cohabiter l'euro, le dollar avec du bitcoin. Et je trouve ça bien et sain. D'ailleurs, c'est ce que Friedrich Hayek, il disait. Il est pour la concurrence Mhm. des monnaies. Et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, même von Mises, qui était contre l'émission d'une monnaie avec monnaie fiat, c'est-à-dire D'accord. sans, euh, sans la soutenir avec de l'or, il était contre ça. Bah maintenant, on peut avoir les deux. Maintenant, on peut avoir d'un côté l'euro avec sa politique monétaire, en gros, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais ça c'est un sujet, et pour vivre en concurrence avec du Bitcoin, qui lui, Ok. il est même mieux que l'or en termes de masse monétaire et émission. Voilà, donc c'est ça l'avenir que j'aimerais bien voir, c'est voir ces deux monnaies cohabiter, ça veut Ok. dire qu'elles soient légalisées aussi, hein, et qu'on puisse les utiliser à notre guise pour des paiements, pour des réserves de valeur. Et d'ailleurs, ça c'est encore un autre débat. Est-ce que la monnaie est une réserve de valeur avant ou un moyen de paiement avant? Ah, ça, c'est aussi un débat effectivement sur lequel ça peut durer un petit moment. Moi, Mm. je trouve ça super intéressant et vraiment, c'est incroyable de t'écouter parler. On entend la passion et l'engouement que tu as pour ça. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est encore difficile pour le Bitcoin et même les crypto-monnaies d'attaquer le mass market. Mm. Qu'est-ce qui, pour toi, pourrait faire le déclic? Alors, on sait qu'il y a de plus en plus quand même de gens Ça, c'est une excellente question. En France et en Europe qui commencent à avoir de plus en plus de crypto-monnaies. Mais qu'est-ce qui pourrait faire la bascule? Ouais, je vais commencer par une information négative, puis après quelque chose de Allez, c'est positif. parti. Nassim Taleb, qui est très connu pour Oui. avoir écrit plein de livres, notamment le Black Swan, qui est aussi d'origine libanaise, donc je me Ok, permets de le critiquer, parce que ok. je vais pas lui faire des éloges, là je vais le critiquer. Nassim Taleb, il est très respecté dans ce qu'il dit. Il a publié un papier scientifique dans lequel il démontre que Bitcoin ira à zéro. Donc ça va tout de suite faire normalement peur aux gens qui ne connaissent pas Bitcoin. Il va dire, si en plus Nassim Taleb l'a démontré, c'est que C'est c'est sûr. sûr. Il s'est juste trompé dans son papier, très simplement. Parce qu'il n'a pas pris une seule hypothèse. Il y a une hypothèse qu'il a oublié de prendre, s'il est utilisé en paiement. Si les gens Ouais. utilisent Bitcoin en paiement. Il a pris l'hypothèse que Bitcoin va être utilisé uniquement en tant que moyen de spéculation. En gros, je l'achète pour le revendre, Trading. ou bien pour le thésauriser. Et bien, vous prenez n'importe quel actif, oubliez Bitcoin, prenez l'or. Si vous faites que stocker de l'or et jamais le vendre, vous ne l'utilisez pas en tant que moyen d'échange, vous ne payez pas quelque chose avec, l'or ne vaudra plus rien. Ouais, c'est sûr. Vous prenez du blé, parce que le blé, c'était une monnaie. Le riz, c'était une monnaie. Les dattes, c'était des monnaies au temps du Moyen-Âge, ou même des temps avant. Si vous le faites que thésauriser du blé, ben vous ne le mangez pas, et vous achetez rien avec, et il ne vaudra plus Bah rien. oui, ça servira à D'ailleurs, rien. même, il y a une parabole de Jésus dans l'Évangile qui dit celui qui a décidé de construire des greniers pour faire que stocker ses réserves, bah, voilà, il est décédé, il n'aura rien profité, il n'a profité de rien. Donc, c'est encore une fois oublier le fait qu'une monnaie n'est pas une réserve de valeur avant. Ok. Et une monnaie n'est pas une unité de compte. Alors là, c'est un débat très philosophique, c'est mon effort à moi dans ce débat-là. D'abord, ce sont les trois attributs de la monnaie, moyen de paiement, réserve de valeur et unité de compte, dans laquelle on libellise les prix. Voilà. Ouais. Mais en fait, tout le monde copie ça des philosophes grecs, sans jamais se rappeler que ce n'est pas une définition d'une monnaie, ce sont trois attributs. C'est dire à quelqu'un, un humain, le définir parce qu'il marche, il mange et il dort, c'est pas une bonne définition Ouais, d'un être humain. c'est pas suffisant. Voilà. Donc la bonne définition de la monnaie, à la rigueur, il faut faire une hiérarchie sur ces trois attributs. Mhm. C'est d'abord et avant tout un moyen de paiement. Mais les gens ne le savent pas. D'ailleurs, je vous dis, c'est la plus grande industrie du monde. En fait, la fonction réserve de valeur,
et la fonction unité de compte sont des dérivés du moyen de paiement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire parce que dans le temps, moi je vous paye, vous vous payez quelqu'un, donc cette monnaie elle est en train de circuler, cet actif en fait, avant qu'il devienne une monnaie, il est en train de circuler. Par le fait qu'il circule, il apporte la valeur dans le temps, il transporte la valeur dans le temps, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 100 ans. C'est pour ça que votre lingot d'or caché sous le matelas, je vous le souhaite à tous, il aura de la valeur dans 10 ans. C'est qu'entre-temps, il y aura d'autres lingots d'or qui vont circuler. qui ont circulé, Sinon, ouais. il ne vaudra rien. Ouais, c'est sûr. Et pareil pour l'unité de compte, on dit que Bitcoin est très volatile, on parle de l'adoption de masse, c'était la question. Mhm. Je réponds à la question. L'adoption de masse, elle n'est pas là aujourd'hui parce que Bitcoin est volatile, et il ne sera plus du tout volatile quand il augmente en circulation. D'ailleurs, même les inventions des stablecoins, je ne veux pas dire qu'ils iront à la poubelle de l'histoire, pas du tout, pardon, mais ils seront moins importants et ils seront derrière la stabilité de Bitcoin parce que on voit bien que le dollar il est dévalué, Mhm. on voit bien que l'euro est en inflation, on perd en pouvoir d'achat. Donc les stablecoins, qui eux se sont alignés à ces monnaies fiat, ils vont perdre en réserve de valeur, vont Totalement, ouais. perdre en capacité d'achat. Il y aura probablement, c'est pas du tout un conseil d'investissement à ceux qui nous écoutent, mais c'est probablement Bitcoin qui a le plus de chances s'il augmente en vélocité de Totalement. transaction. Et C'est vrai. comment? C'est par l'adoption de masse. Donc l'adoption de masse, ça doit venir de deux lieux. D'un côté, d'être un peu acculturé à c'est quoi une monnaie, pourquoi Bitcoin, il peut avoir de la valeur intrinsèque, c'est un mot que les banquiers n'aiment pas du tout, surtout les économistes, mais c'est certain, Bitcoin a une valeur intrinsèque, on ne peut pas le concevoir sans énergie, donc il stocke de l'énergie par conception mathématiquement, et le sens inverse, il est utilisable en tant que moyen de paiement pour acheter de l'énergie. Donc, il transporte l'énergie dans le temps. Et c'est quoi la définition d'une monnaie? C'est la mesure du travail, qui est une énergie. Voilà, Et l'économie, c'est l'énergie transformée, etc. voilà ça c'est Charles Biafos qui le Ouais. répète. Bravo, bravo, effectivement. Merci. Bah, c'est super, c'est vraiment super intéressant. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de Web3. Web3, c'est un écosystème qui est énorme. Et Dia, ouais. Euh, pour toi, Mm. dans le Web3, à part la partie crypto et éventuellement la partie Ah oui, blockchain, est-ce qu'il y a d'autres choses ah oui. qui sont pour toi vraiment des choses qui sont clés et importantes de connaître? Absolument. C'est pour ça que le mot maximaliste, je le définis à ma manière. Maximaliste, ça veut dire que je dis que c'est maximum d'importance. C'est pas unique et absolu. La technologie de la blockchain derrière le Bitcoin, heureusement, elle sert à autre chose que juste faire tourner Bitcoin. D'ailleurs, Satoshi Nakamoto, il a invité les gens qui voulaient utiliser Bitcoin pour faire autre chose. Il leur a dit, faites un fork, utilisez la blockchain pour votre cas d'usage, mais laissez la blockchain de Bitcoin dédiée à Bitcoin. Donc il était déjà dans sa conception en train de voir que Totalement. la blockchain servira à autre chose. Alors les autres choses, c'est quoi? C'est comme si vous dites, ça sert à quoi le feu ou ça sert à quoi Internet? C'est difficile à répondre à la question, ça sert à beaucoup de choses, à tout. Et donc, tout ce que Internet est en train de servir aujourd'hui, c'est ça le terrain de jeu du Web3. Alors, parmi les plus jolis peut-être à citer dans ce podcast, que j'aimerais bien moins mettre en avant, moi c'est le sujet du vote. Ouais, On c'est arrive à vrai. des élections et typiquement parler du vote aux États-Unis scandaleux entre Trump et d'ailleurs même avec Al Gore à l'époque et George Bush. On est dans les années 2000, 2020, 2024 et on ne sait pas encore gérer un vote dans un pays évolué quand même un peu. Bon, et on a déjà toutes les solutions. Toutes les solutions sont devant nous et donc le Web 3, grâce à la cryptographie, ce qui peut sembler être mystérieux ou magique pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est très démontré mathématiquement qu'avec le Zero Knowledge Proof, avec de l'homomorphisme, pardon, j'insulte personne, hein, c'est des vrais mots en Ça cryptographie. existe, ouais, bien sûr. Voilà, donc l'homomorphisme qui permet de faire des calculs sur des données cryptées, chiffrées, sans jamais les déchiffrer. Et donc, ça permet aux gens de manipuler ces données, soit pour éditer une photo, alors qu'on on voit même pas ce qu'il y a dans la photo, ou bien à rajouter ou à soustraire des votes d'un portefeuille ou d'un portefeuille d'ailleurs de monnaie, hein, sans jamais connaître le montant qui est à Qui l'intérieur. est dedans, ouais. Donc c'est cette confiance qu'on peut mettre dans les mathématiques qui maintenant vient un peu nous dire bon, on n'a plus besoin d'autres tiers de confiance pour tout faire dans la vie. Et c'est bien pour l'humanité parce que ça permet d'optimiser l'énergie humaine. Ça permet de rendre des services automatiques moins chers. D'ailleurs, l'industrie bancaire elle est très très chère, elle coûte 2000 Ouais, milliards d'euros par an, je le rappelle. Donc ça, voilà, ça c'est le vote. Vous prenez tout ce qui est traçabilité des systèmes de santé, par exemple. c'est important. Lorsqu'on fabrique un pacemaker, on fabrique des équipements de santé, et s'il y a des compagnies de rappel, parce qu'il y a erreur de fabrication, il y a des décès, voilà, Mhm. c'est très très compliqué à gérer. Parce qu'on ne sait pas dans quel corps ce pacemaker, il est Ouais, sorti de quel lot, de quelle usine, de quelle date.
Et ben, vous imaginez toute une chaîne de valeur qui dépose des preuves de traçabilité sur la blockchain. Ouais, Et dans ce cas-là, les smart contracts, l'automatisation, enfin, Internet, il sera aussi intelligent pour automatiser l'intelligence humaine derrière, pour dire, je vais moi rendre ce service automatique. Et là, on rentre dans une concurrence entre l'intelligence qui pourrait venir de la programmabilité du Web3 et ouais, de l'intelligence artificielle. Mais totalement. c'est peut-être une autre question. Mais Non, mais voilà, il y a c'est plein de important. cas d'usage. Je n'ai cité que deux. Vous prenez Il y même en le a, ouais. système de gouvernance, vous prenez des systèmes euh, même L'ID, pardon, si vous prenez le cloud, ouais. Azure, Microsoft, Azure, Google, Amazon Web AWS, ouais. Services, Mm. ils vous rendent quoi? Ils vous donnent un service de stockage, Ouais, voilà, d'hébergement de vos data et de vos applications sur le web. Mais on sait tous qu'ils sont centralisés. Donc le Web3, il vient ôter à ces GAFAM le monopole qu'ils ont accumulé. Alors, ce n'est pas un monopole, mais c'est quand même un monopole quasi factuel. Ils sont vraiment les leaders mondiaux et ils engrangent beaucoup d'argent pour ce service qu'ils rendent. Sauf qu'on peut maintenant avoir ce même service avec beaucoup moins cher grâce au Web3. Tout le monde peut devenir une partie du cloud de demain. Vous pouvez avoir des disques durs pas assez remplis chez vous. Vous pouvez les mettre en location sur des protocoles comme Filecoin, Siacoin, Storj, il y en a plein. ah ouais, bien Le cas sûr. d'usage, il est joli, quelle que soit la solution qui est derrière. Et là, l'Internet devient un cloud de stockage, quasiment gratuit, à 30 fois moins cher le tarif. Vous voyez, donc ça vient changer les GAFAM, ça vient Totalement. ôter les GAFAM. Voilà. Donc, c'est là où on va essayer de muter du Web 2 au Web 3. Bah, c'est super intéressant, vraiment, on a vu des sujets immenses. Si tu avais quelque chose à dire à une personne voilà, qui nous écoute, qui est tout nouveau dans l'écosystème Web 3, qui commence à le découvrir, quelque chose qui pourrait peut-être le rassurer, qui pourrait lui montrer que c'est quelque chose de positif. On a parlé d'énormément de choses très techniques avec des mots pas forcément faciles. Si une personne qui écoute ce podcast et qui, avec d'une manière très simple, lui expliquer ce qu'est le Web3 et la force que ça a, mais vraiment d'une manière très simple, quels seraient les mots que tu utiliserais? Euh, un conseil et une définition, c'est quoi le Web3 et quelque chose de français. Oui. Ok. Euh, Internet, lorsqu'on l'a créé, c'était juste des serveurs qui se parlaient entre eux. Il n'y avait pas de valeur. En revanche, lorsqu'on a créé l'inventeur du web, Richard Stallman, il avait dit, on pourra maintenant partager de la connaissance et faire de l'e-commerce. C'est-à-dire, lorsqu'on a inventé le Web 2, l'inventeur du Web 2, il avait déjà vu avec ses yeux que ce n'est plus des serveurs qui parlent avec de l'IT, ça va être maintenant de la valeur Mhm. et de la connaissance et de l'intelligence humaine qu'on va pouvoir partager. D'ailleurs, Wikipédia en fait partie. Toute la connaissance humaine est devenue maintenant numérisée, partageable et ouverte. C'est quand même Totalement, énorme comme évolution. totalement. Et dès le départ, il avait parlé d'e-commerce. On va pouvoir commercer en ligne. PayPal est venu grâce à ça. Donc moi, je dis aux gens, quand vous regardez le Web3 de loin, et s'il vous fait peur ou si c'est un ovni que vous ne comprenez pas, sachez qu'il va s'imposer à vous dans l'avenir. Mm. Donc, c'est un choix que vous faites de dire, bah, je l'apprendrai plus tard et je subirai les solutions qui existeront, comme j'utilise Internet aujourd'hui. Et si vous voulez faire partie de l'aventure, en guillemets, c'est le bon moment. Ce n'est pas trop tard, comme ils disent, oh, c'est déjà trop tard, c'est derrière nous. Au contraire, c'est encore Mais vraiment c'est devant tout nous. début, ouais, bien sûr. Donc formez-vous, documentez-vous. Mhm. Et à la rigueur, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a beaucoup d'experts dans ce domaine. Nous avons nos propres formations, il y en a plein. Lisez des livres, je peux conseiller plein de livres, c'est peut-être pas le lieu. Voilà, c'est documentez-vous et faites partie de l'aventure. Venez, Ok. développez, construisez sur le Web3, parce que c'est un changement de paradigme. Il n'y a plus une entreprise au centre. Je donne Ouais, un exemple peut-être. Vous prenez Hotelbeds. Ceux qui ne connaissent pas Hotelbeds, c'est le leader mondial des chambres d'hôtel. d'accord. Personne ne le connaît parce que c'est un fournisseur centralisé pour Booking.com, pour Kayak. Enfin, il est derrière Hotel.com, il est derrière Travigo. Ces agrégateurs, ils n'ont pas des contrats directs avec les hôtels. Ils passent par une banque d'informations sur les chambres d'hôtel. Donc, il y a une entité centralisée qui, elle, va partir voir à peu près chaque hôtel, avoir des contrats avec eux et avoir un débit d'informations de leur disponibilité, de leur prix. Et bien, leur business model va être complètement disrupté avec le Ah Web3. oui. Parce qu'on peut mettre ce même service sur le Web3, Mhm. les banques déversent sur des smart contracts leur dispo, ils sont payés déjà pour le faire en plus, et en plus ils auront des commissions directes sur les réservations. Donc c'est comme Uberiser Uber, si vous voulez. Ok. C'est ça le Web3. Donc rendez-vous compte que vous devez rentrer dans cette révolution, vous devez la comprendre Pas et forcément la l'utiliser. fuir. Ouais. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Bah, merci vraiment pour ce podcast très enrichissant. Si on veut avoir plus d'informations sur toi, bah, tu es disponible sur LinkedIn. Je sais Toujours. que tu reçois beaucoup de messages.
Mais je Essaye de réponds toujours, répondre au même si c'est maximum. avec un délai, mais je réponds Ok, toujours. super. Et on peut contacter directement aussi Value Chain. Absolument, oui. Ça peut être une possibilité. Bah écoute, merci beaucoup Michel pour ton partage, pour ton savoir. Merci Bravo pour tout ce infiniment. que tu fais encore pour la communauté. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast. À J'espère une très prochaine. Au vite. revoir. Au plaisir.